Bonjour, bienvenue sur tunischool.com. On va, si vous voulez, consacrer ce chapitre aux oscillations mécaniques libres amorties. Donc, on va étudier les oscillations mécaniques libres amorties. Donc, vous devez vous rappeler des oscillations mécaniques libres non amorties. Là, on a des oscillations amorties. Donc, l'unique différence, si vous voulez, c'est l'amortissement. Donc, en électricité, si vous voulez, l'amortissement, c'est dû à la résistance totale du circuit. Là, l'amortissement, ça sera dû à une force, à un ensemble de forces de frottement, si vous voulez, modélisées par une seule force, petit f. D'accord ? Donc, on va passer à la production des oscillations mécaniques libres amorties. Donc, manipulation 1, on va faire deux manipulations. On va commencer par la manipulation numéro 1. Donc, on a ce système, donc le système c'est l'oscillateur, si vous voulez, c'est un oscillateur mécanique, donc composé d'un ressort, d'accord, et d'un solide de masse M, si vous voulez, qui plonge dans l'eau. Donc là, l'eau, c'est pour nous donner, si vous voulez, le frottement visqueux. Donc, vous voyez bien que le piston, là, en blanc, il a un diamètre réduit, si vous voulez. Donc là, on va jouer sur le facteur amortissement, si vous voulez, sur les forces de frottement, en augmentant ou en diminuant, si vous voulez, le diamètre du piston. Lorsque le diamètre du piston augmente, donc le contact entre le liquide et le solide, si vous voulez, le solide avec le piston, donc, est important. Donc la force de frottement sera importante. Là, on va prendre un frottement, si vous voulez, un petit frottement, si vous voulez. Donc la force de frottement, les forces de frottement ne seront pas très importantes. Dans la deuxième manipulation, on va prendre des forces plus importantes, si vous voulez. D'accord. Donc, on va regarder la manipulation. Donc, la manipulation consiste à écarter, donc on écarte le solide S de sa position d'équilibre afin d'emmagasiner une quantité d'énergie potentielle. Donc, vous avez vu la même chose lorsqu'on a étudié les oscillations mécaniques libres non amorties. Donc, pour commencer, il faut que le ressort ait quand même une certaine énergie pour voir des oscillations. Donc, afin d'emmagasiner une quantité d'énergie potentielle dans le système qui est le solide plus ressort, il faut faire attention, lorsque je parle d'énergie, je parle solide plus ressort, d'accord? Donc, pour un amortissement faible, on va observer l'expérience. Donc, on va observer l'expérience, si vous voulez. D'accord? Je vais juste agrandir. Donc, on va observer l'expérience. Donc, on va écarter le solide de sa position d'équilibre. Voilà, vous voyez bien qu'il effectue un certain nombre d'oscillations. Mais vous voyez bien que l'amplitude diminue petit à petit. On va reprendre. Donc voilà, l'amplitude diminue petit à petit jusqu'à s'annuler. Donc, voilà, un certain nombre d'oscillations qui est plus ou moins important, si vous voulez, parce que le frottement ne sera pas très important. Et à un certain moment, le solide s'arrête. Donc les oscillations, si vous voulez, s'arrêtent. D'accord? Donc, voilà, vous voyez bien ça. Voilà. Donc, lorsqu'on enregistre, si vous voulez, l'évolution de l'élongation X du centre de gravité du solide, si vous voulez, on trouve les courbes suivantes pour deux amortissements différents. On va voir d'abord l'expérience. D'accord? Donc, on va voir l'expérience. Et on va continuer. Donc, voilà. Donc là, on a un oscilloscope numérique, bien sûr, parce que le phénomène ne dure pas longtemps, donc c'est si vous voulez, une durée très brève, donc il nous faut un oscilloscope numérique. On écarte le solide de sa position d'équilibre et on enregistre. Donc là, vous voyez bien qu'on a un certain nombre d'oscillations. Donc on a un certain nombre d'oscillations, on va reprendre ça. Voilà, vous voyez bien qu'on a un certain nombre d'oscillations. On appelle ça des pseudo-périodes. Donc j'ai un certain nombre de pseudo-périodes. Le nombre de pseudo-périodes, si vous voulez, dépend de l'amortissement. Plus l'amortissement est important, plus le nombre de pseudo-périodes est faible. Donc on aura un nombre moins élevé. D'accord? Donc l'oscilloscope, si vous voulez, nous permet d'enregistrer ça. Pourquoi? Parce que là, on a un générateur, si vous voulez. Donc l'éprouvette là, qui contient la solution conductrice, elle est munie, si vous voulez, en quelque sorte de deux plaques. D'accord? Donc liée au générateur, donc on aura un champ électrique à l'intérieur. Et si vous voulez, le solide est relié, l'une des bornes, si vous voulez, est reliée à l'oscilloscope. L'autre, elle est reliée, l'une est reliée à la masse, l'autre, elle est reliée à la voie, si vous voulez. Donc comme ça,
Donc vous vous rappelez le champ électrique, si vous voulez. Donc là, j'ai relié une des plaques à la masse de l'oscillo, par exemple, et l'autre borne, c'est là où se trouve le solide, donc la liaison avec la tige, elle est reliée à la voie, si vous voulez. D'accord? Donc là, lorsque le solide lorsqu'on va écarter le solide, il va se déplacer. Donc la distance entre la plaque et le solide, si vous voulez, va être variable, d'accord? Et vous vous rappelez qu'en troisième année, vous avez vu la relation, si vous voulez, donc la fameuse relation. Donc, le champ à l'intérieur est constant. Donc, vous avez vu que le champ à l'intérieur est constant. Donc, vous vous rappelez la fameuse relation E égale U sur D, la distance, d'accord? Donc, puisque là, la distance, E a une relation avec la distance, si vous voulez en quelque sorte la distance, ça sera quoi? D égale U sur E, si vous voulez. Donc, la distance, si vous voulez, elle est fonction de la tension. Là, on va utiliser l'inverse, donc la tension, elle est fonction de la distance. Donc, si vous voulez, la tension, lorsque la distance varie, la tension varie. Donc, la visualisation, parce que l'oscilloscope numérique ne peut me permettre, si vous voulez, de visualiser qu'une tension. Mais l'allure de la tension va me donner l'allure de l'élongation. Donc, c'est en quelque sorte, c'est comme si on a visualisé la tension UR au bord du résisteur. Bien sûr, ça va nous permettre d'avoir l'allure de I, parce que UR égale à R fois I. Là aussi, la distance, c'est l'élongation, la X, elle est proportionnelle, si vous voulez, elle est en quelque sorte proportionnelle à la tension. Donc, l'allure de la tension, d'accord, entre la masse et la voie, va me donner l'allure de l'élongation. Ok? Donc, ce qu'on a vu, si vous voulez, à l'oscilloscope, donc ce qu'on a vu à l'oscilloscope, donc, va nous permettre d'avoir l'allure des oscillations, si vous voulez. D'accord? Donc là, donc qu'est-ce que j'ai là? Donc, j'ai un certain nombre de pseudo-périodes, donc ce sont des oscillations. D'accord? Donc, des oscillations libres, certes, mais amorties. Pourquoi ces oscillations sont-elles amorties? Parce que là, vous remarquez bien que l'amplitude des oscillations, là j'ai ce point, là j'ai ce point, si vous voulez, là j'ai ce point. Donc petit à petit, si vous voulez, l'amplitude diminue au cours du temps. Donc vous voyez bien que l'amplitude diminue au cours du temps jusqu'à, si vous voulez, jusqu'à s'annuler. Donc jusqu'à ce que l'oscillateur meure. Donc faute de quoi? Faute d'énergie. Il n'aura plus d'énergie. Donc vous voyez bien que là, l'amplitude diminue au cours du temps. Donc vous avez deux graphes, si vous voulez. Donc vous avez le graphe en bleu et l'autre en rouge. Vous voyez bien que le nombre d'oscillations en bleu est supérieur au nombre d'oscillations en rouge. D'accord? Donc, c'est à cause de quoi? C'est à cause des forces de frottement. D'accord? Les forces de frottement, on a dit, on va utiliser ça tout à l'heure. Donc, on va dire que F, la force qui modélise toutes les forces de frottement, ça sera égal moins H fois V. Donc F, ça sera égal à moins H fois V, si vous voulez, d'accord? Donc, le facteur amortissement, si vous voulez, H, la constante, là, cette constante, va m'indiquer, si vous voulez, va me donner une idée sur l'amortissement. Plus l'amortissement est important, plus le nombre d'oscillations diminue. Donc, la courbe en rouge, si vous voulez, ça va correspondre à un facteur, si vous voulez, à un coefficient H2 supérieur à celui correspondant à la courbe en bleu. Donc là, H2 supérieur à H1. C'est pourquoi on a un nombre d'oscillations plus, si vous voulez, plus élevé dans le premier cas. Et lorsque le H augmente, on a un certain nombre d'oscillations moins élevées. Donc, on va dire que plus H augmente, c'est-à-dire plus les forces de frottement sont importantes, plus le nombre d'oscillations diminue. Plus le nombre d'oscillations diminue. Voilà. Donc c'est dans les deux cas, que ce soit la courbe en bleu ou bien en rouge, le régime est appelé pseudo-périodique. Pourquoi pseudo-périodique? Parce que ce n'est pas un régime sinusoïdal, certes,
D'accord? En quelque sorte, ça me donne l'allure de quelque chose de périodique, mais c'est pas vrai parce que l'amplitude diminue au cours de temps. Donc là, c'est pourquoi on parle. Donc, on parle de régime pseudo-périodique. D'accord? Et là, on va, si vous voulez, limiter. Non, on va limiter là, par exemple, entre, si vous voulez. Donc là j'aurai quoi? Ça, c'est T. D'accord? Ou bien, là aussi. D'accord, T. Donc, T, c'est quoi T? T, c'est la pseudo-période, si vous voulez. Donc, T est appelé, donc T, c'est la pseudo-période. La pseudo-période des oscillations. Donc, pourquoi on dit pseudo-période? Parce que c'est différent de la période propre, si vous voulez, de l'oscillateur. D'accord? Et, si vous voulez, le régime n'est pas périodique. Il est quand même pseudo-périodique. Donc, c'est pourquoi on parle de pseudo-période.